En deux mots, la première chose, c'est d'essayer de vous convaincre de l'intérêt des IEC chez l'insuffisance rénale. Mais ça, je pense que les néphrologues sont convaincus, les cardiologues, je pense aussi, malgré tout. Mais on est quand même souvent amené à prescrire des IEC que les cardiologues vont arrêter derrière un petit peu, ayant un petit peu peur sur le plan rénal. Et j'ai essayé de vous montrer pourquoi il ne faut peut-être pas avoir si peur. Alors, très rapidement, l'effet bénéfique des IEC et des ARA2 sur le plan de la maladie rénale chronique, et c'est bien démontré, c'est pas nouveau, on le sait dans la néphropathie diabétique, et vous voyez les études datent d'il y a maintenant près de 20 ans, hein. On sait que mettre un IEC sur la néphropathie diabétique nous protège le rein et ralentit la progression de la maladie rénale. C'est vrai dans la maladie rénale non diabétique, et l'étude de rein, vous voyez maintenant 20 ans depuis l'application de rein, est tout à fait identique, et vous voyez bien la différence dans les endpoints doublement de créate ou de dialyse avec le ramipril versus le placebo. Et aujourd'hui, et quelques années plus tard, on sait que les ARA2 font tout aussi bien que les IEC. Pareil, vous voyez des études qui datent début des années 2000 montrant bien que losartan, les premiers ARA2, était efficace, en tout cas dans la prévention de l'aggravation de la maladie rénale chronique, en tout cas dans la néphropathie diabétique, comme les montre cette grande étude rénale. Cet effet est souvent dépendant de la protéinurie. Pour les cardiologues présents dans la salle, vous allez voir que les néphrologues se concentrent souvent sur la protéinurie parce que c'est un marqueur à court terme qui nous dit qu'on est efficace et qu'on va être probablement efficace à long terme. Je vous montre une étude parmi des centaines d'études, en fait, montrant bien que le degré de réduction de la protéinurie est très prédictif du risque d'arriver en dialyse. C'est l'étude ASK, en fait, que vous connaissez probablement. Vous voyez bien que quand on diminue de plus de 50% la protéinurie avec nos traitements, et on diminue de façon significative le risque d'évolution vers la dialyse. La dernière chose, et c'est quelque chose qui est peut-être pas très bien démontré encore, mais néanmoins, on a quelques études, cette néphroprotection est démontrée même dans les phases avancées de l'insuffisance rénale chronique. Il y a une belle étude chinoise qui a été publiée il y a quelques années, pareil, une petite dizaine d'années, dans laquelle les auteurs ont essayé de introduire un IEC à un stade avancé de la maladie rénale, et vous voyez bien que c'est des patients qui avaient près de 300 micromoles de créatinine au moment de l'introduction de l'IEC, même beaucoup de néphrologues ont un peu peur d'introduire l'IEC aussi tardivement. Néanmoins, effectivement, vous voyez bien que les deux bras de traitement sont franchement différents, et le fait d'introduire l'IEC, même à ce stade de la maladie rénale, permet de ralentir la maladie rénale et d'éviter, en tout cas décaler un petit peu le moment où on va arriver en dialyse. Alors, cette étude est peut-être un petit peu sujette à caution. Il n'y a pas eu beaucoup de confirmations depuis cette date-là. On est un petit peu aussi étonné dans cette étude-là, chez des patients très insuffisants rénaux, par le nombre d'hyperkaliémies qui était extrêmement faible. Voilà. Et c'est vrai que la plupart des grandes études qui ont étudié les IEC ou les ARA2 en termes de néphroprotection ont très rarement pris des patients à un stade aussi avancé de la maladie rénale chronique. Alors, la deuxième raison pour laquelle les IEC sont aussi prescrits par le néphrologue, c'est parce qu'on considère que ça prévient le risque cardiovasculaire dans sa globalité. On a parlé tout à l'heure de risque cardiovasculaire de nos patients insuffisants rénaux, on le sait bien, ils vont mourir de maladies cardiovasculaires. Et c'est vrai qu'on a parfois extrapolé à partir de données qui ne sont pas, il n'y a pas de patients insuffisants rénales. Je vous montre une étude pareil, des dizaines d'études, l'étude HOPE, vous savez, des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire. Cette étude avait inclus des patients qui n'avaient pas de maladie rénale, et on sait bien que c'est bénéfique sur la mortalité toute cause, cardiovasculaire, l'infarctus, l'AVC, bref, on le sait très bien. Chez l'insuffisant rénal, c'est beaucoup moins clair. Il n'y a pas beaucoup de grandes études faites chez l'insuffisant rénal montrant que l'IEC, ça réduit le risque cardiovasculaire global. J'ai pris une étude parmi d'autres, l'étude rénale que je vous parlais tout à l'heure, néphropathie diabétique dans le diabète de type 2, on voit que c'était très bénéfique, on va dire, sur le plan de la réduction, on va dire, de la néphropathie. Il n'empêche, bénéfique en tout cas, en ce qui concerne le paramètre d'essai, on n'avait pas de différence, pas de réduction du risque sur le critère d'essai. Il a fallu effectivement une étude rétrospective, et c'est une étude qui est publiée, je crois, en 2014, une énorme étude basée sur le registre des vétérans américains.
Et en prenant des études rétrospectives, en prenant 20 000 patients qui étaient sous IEC avec une insuffisance rénale et comparant avec 20 000 patients qui avaient également l'insuffisance rénale mais pas d'IEC, on arrive à démontrer qu'il y a une amélioration de la survie et cette amélioration semble être à peu près identique en tout cas exister dans la plupart des sous-groupes d'insuffisance rénale, peut-être trop petit pour voir, mais effectivement on a tous les stades de la maladie rénale et vous voyez bien que même dans les stades avancés de la maladie rénale, on a un bénéfice en termes de mortalité cardiovasculaire après l'introduction des IEC. Bref, tout ça pour vous dire que les cas d'IGO, qui sont ces fameux guidelines internationaux qui nous disent ce qu'il faut faire dans la maladie rénale chronique, aujourd'hui ils disent très bien, ils disent qu'aujourd'hui, dans la néphroprotection, les IEC et les ARA2 ont un rôle majeur. On doit les mettre chez tout patient insuffisant rénal avec notamment s'il est diabétique avec une microalbe supérieure à 30 mg par litre, et chez tout patient avec une insuffisance rénale sur néphropathie non diabétique, dès qu'on dépasse les 300 mg par 24 heures. Donc vous voyez que je pense que, en tout cas en Europe, parce que c'est peut-être moins vrai en tout cas aux États-Unis, on a en tout cas plus de 80% de nos patients insuffisants rénaux qui sont sous IEC ou sous ARA2, et c'est vrai qu'on y tient. Il n'empêche que le patient insuffisant rénal présente un certain nombre de risques que vous connaissez également bien en cardiologie lors de l'introduction des IEC et des ARA2. C'est bien sûr l'hyperkaliémie, je ne vais pas revenir dans le détail du mécanisme bien sûr, mais un risque majeur de l'hyperkaliémie, mais surtout également de l'insuffisance rénale aiguë. Ces risques se sont prouvés majeurs lors de quelques études qui ont été lancées ces dernières années avec même les doubles blocages. Vous connaissez les effets de on-target, altitude, un certain nombre d'essais qui ont essayé de bloquer à 2 points différents le système rénine-angiotensin. Ces études ont toutes été négatives ou en tout cas ou arrêtées précocement, car il y avait un bénéfice modeste, voire nul, mais surtout parce qu'il y avait un surrisque majeur en termes d'insuffisance rénale aiguë et d'hyperkaliémie, et c'est aussi le cas parfois quand on met une monothérapie par IEC ou ARA2. La vraie question qui va se poser, et je vais surtout rester un petit peu aborder ces questions-là, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on introduit un IEC ou un ARA2, on a une élévation de la créatinine? C'est assez fréquent, c'est d'autant plus fréquent chez nos patients qui ont déjà une insuffisance rénale. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? La première question, c'est est-ce que c'est vraiment délétère? Est-ce que c'est vraiment délétère, en tout cas pour le rein? Pour le rein, la question est pas vraiment tranchée, mais en tout cas, tous les éléments qu'on a jusqu'à aujourd'hui disent que c'est probablement pas très grave si l'augmentation de la créatinine reste modeste. Je vous ai sorti 2 papiers, un de 97 et un de 2011. Vous voyez bien, le titre est assez suggestif. Ils disent même le contraire, que lorsqu'on introduit un IEC et qu'on a une petite élévation de la créatinine, ou une chute du DFG, c'est même un gage d'efficacité à plus long terme, à moyen terme. On a peut-être même une plus grande stabilité, voire même, effectivement, on va dire un meilleur pronostic à long terme de la maladie rénale chronique. Donc l'effet bénéfique des IEC des ARA2, vous savez bien, on diminue la pression de perfusion du glomérule, on diminue la protéinurie, et donc on diminue le DFG. C'est probablement peut-être bénéfique à long terme. Dans cette étude de 2011, les auteurs se sont basés sur les résultats de l'étude rénale dont je parlais tout à l'heure, et ont séparé les patients en 3 tertiles selon la variation de DFG au moment de l'introduction de l'ARA2. Et vous voyez bien que le groupe en blanc, effectivement, chez qui on a une diminution du DFG initialement, ont un déclin du DFG à long terme qui est moindre que dans les autres groupes, montrant bien effectivement que probablement ces patients-là vont être gagnants à long terme. D'ailleurs, si on prend ce graphique-là, c'est ce qu'on montre souvent aux patients qu'on a en consultation, on sait que lorsque on va introduire l'EC, c'est les courbes en noir, on va avoir une chute du DFG, mais au final, on va avoir après ça une certaine stabilisation de la courbe du déclin de DFG, alors que si on ne met pas l'IEC, on va avoir un déclin plus rapide. Alors vous allez me dire, on arrive au même point au final. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, si à ce moment-là, ici, on arrête l'IEC, on enlève l'effet hémodynamique de l'IEC, vous voyez qu'on revient à un DFG finalement plus haut, ce qui n'est pas le cas, on donne un autre traitement. Et finalement, quand on regarde les courbes de déclin de DFG, avec IEC ou sans IEC, vous voyez qu'on a des courbes de déclin du DFG qui sont franchement différentes. Alors,
L'autre question qu'on peut poser de votre côté, du côté des cardiologues, est-ce que c'est délétère? Alors, vous avez probablement lu des dizaines de papiers dans les journaux de cardiologie vous disant le patient insuffisant rénal ou le patient qui fait une insuffisance rénale aiguë est à haut risque sur le plan cardiaque. On balance des dizaines de papiers disant que lorsqu'on fait une choro, si jamais la créatinine augmente de 20 points, c'est délétère à long terme. Bon, d'accord, ça reste à démontrer, je pense. En pratique, je ne suis pas si sûr que ça, qu'il faut le prendre, en tout cas, comme argent comptant. Je vous ai montré, j'ai sorti une étude, mais il y en a d'autres, effectivement, qui jettent un pavé dans la mare. L'étude SOLVE, vous la connaissez, c'est 6000 patients avec une insuffisance cardiaque, dont un tiers symptomatique, une FEVG à moins de 35%, chez qui on a introduit soit un enalapril, soit un placebo. Et on a regardé leur mortalité. Et regardez ces courbes. Alors, j'ai montré juste les deux courbes. Alors ça, c'est au milieu, on va dire, c'est les patients qui ont eu pas de dégradation du DFG initialement. Et les deux courbes sur le côté, c'est les patients qui ont fait une insuffisance rénale aiguë. Alors, ils appellent ça worsening of renal function, c'est-à-dire moins 20% de DFG au moment de l'introduction, au moment de l'étude, de début de l'étude. Et quand on voit l'insuffisance rénale qui survient après l'IEC, et ben ça accompagne de quoi? Ça accompagne une amélioration de la mortalité de ces patients-là. Alors que quand il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë liée à autre chose, voilà, on reste à déterminer ce que c'est, bien sûr que ça peut être délétère. D'accord? Donc même les cardiologues ne doivent pas nécessairement avoir peur de ces petites élévations de créate qu'on peut voir lors de l'introduction des IEC. En pratique, et je vais conclure sur cette diapo-là, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la première chose, quand on introduit un IEC et un ARA2 chez un patient insuffisant rénal, je pense qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord entre cardiologue et néphrologue, et je pense qu'il faut qu'on se parle, parce que souvent on fait des choses sans référer à l'un et on fait des fois des choses un peu inverses. La deuxième chose, c'est introduire nos traitements de façon progressive. On ne met pas les IEC à fond, on y va par petits paliers, à dose croissante, et bien sûr on surveille créate et kaliémie. Les recommandations aujourd'hui disent que si cette augmentation de la créate au début de l'introduction de l'IEC est inférieure à 30%, il ne faut pas s'inquiéter, il faut continuer. Bien sûr, il faut surveiller, d'accord, mais il faut l'accepter et se dire que c'est peut-être même bénéfique, un signe, premièrement, le patient prend le traitement, et deuxièmement, que ça a un effet hémodynamique peut-être favorable sur le rein et sur le cœur. Si la majoration de la créatinine est supérieure à 30%, il faut aussi regarder si ce n'est pas autre chose. On a effectivement, bien sûr, la fameuse sténose de l'artère rénale qu'on cherche parfois et qu'on trouve de temps en temps. Il faut vérifier qu'il n'y a pas une autre explication comme la majoration des diurétiques. Et bien sûr, il faut probablement en tout cas stopper, ne serait-ce que transitoirement, les IEC, les ARA2 et voir ce que ça donne, quitte à retenter avec une plus petite dose dans un second temps. En termes de kaliémie, bon, je ne vais pas revenir, on a vu tout à l'heure un arbre décisionnel, effectivement, mais c'est pareil, on est parfois, effectivement, on est moins frileux en néphrologie de kaliémie un peu discrètement augmentée, potassium à 5,2, effectivement, nous on a tendance à l'accepter, on va dire, le cardiologue peut-être un peu moins, mais il faut savoir qu'on peut trouver des traitements pour faire baisser le potassium, en tout cas quand la kaliémie est modérée, les bicarbonates quand le patient n'a pas en grande inflation hydrosodée, les diurétiques non épargneurs de potassium, les résines échangeuses de ions, on aura bientôt des nouveaux traitements plus efficaces sur l'hyperkaliémie, donc on aura des moyens de combiner les traitements. Ces fameuses combinaisons de traitements, il faut être vraiment assez on va dire prudent pour les patients qui sont déjà sous spironolactone ou éplérénone et chez qui on introduit un IEC encore plus. Mais il y a une chose que je n'ai pas mise sur ces diapos-là, et je pense que c'est peut-être le message peut-être le plus important, c'est qu'il faut prévenir le patient. Prévenir le patient chez qui on introduit un IEC ou un ARA2 que ce médicament, il ne faut pas hésiter à le suspendre en conditions aiguës de déshydratation. En néphrologie, Corinne, tu me corrigeras, mais on accueille tout le temps des patients qui vont faire la gastro-entérite et qui vont continuer à prendre de façon religieuse leur IEC, leur ARA2, que leur cardiologue ou leur néphrologue leur a prescrit en disant que c'est un médicament essentiel. C'est un médicament essentiel, mais il faut le dire et le dire aux patients. Le jour où vous avez la canicule, le gastro ou autre chose, il faut savoir l'arrêter pendant 2-3 jours pour éviter la catastrophe. C'est là en fait que surviennent les catastrophes. Et aujourd'hui, en tout cas nous, dans notre service où on a nos ordonnances qui sont informatisées, on a décidé de l'écrire, l'imprimer en bas,
voilà, cette petite phrase, en cas de déshydratation, en cas de diarrhée, arrêtez effectivement l'IEC ou l'ARA2, ne serait-ce que 2-3 jours, et référez-en à votre médecin généraliste. Voilà, je vous remercie, c'est tout. Merci. Bon, alors un mythe s'est effondré. Des questions dans la salle. Moi, j'ai une question. Vous vivez ça, les cardiologues ? Nous, on voit quand même passer des catastrophes de temps en temps, et c'est le patient un peu âgé, un peu insuffisant cardiaque, un peu insuffisant rénal, qui se retrouve avec le triple blocage, le bêta-bloquant, l'ARA2 ou l'IEC, et puis la spiro en plus, et qui, en 24 ou 48 heures, va se retrouver en anurie complète. Alors, pourtant, quand on regarde, l'interne, il a suivi toutes les recommandations de la Société européenne de cardiologie en faisant ça. Alors, comment faire pour éviter la cata ? Je pense qu'il faut y aller progressivement. Ce que je disais, effectivement, je pense que le double, triple blocage, il faut vraiment faire gaffe. Faut y aller progressivement. Il faut tester. Je ne dis pas que tous les patients vont rester dans les 10-20% d'augmentation de la créate. Il y en a des patients qui vont faire des augmentations plus importantes. Et là, je pense qu'il faut arrêter. Ce seuil de 30% que je vous ai mis là est même remis en question. Il y a une étude qui est actuellement sous presse, qui va sortir, qui met peut-être la barre même à 20%, en fait, qui est dans le GSN actuellement. Donc, je pense que quand on voit une créatinine qui s'élève de façon rapide lors de l'introduction de nos traitements, il faut vraiment être prudent et dire arrêtons. Pourquoi ? Alors, ça peut dénoter d'autres choses. Alors, on cherche souvent la sténose du tronc de l'artère rénale, mais on ne l'a peut-être pas au niveau du tronc, mais on peut avoir dans les petites artérioles. Le patient qui a une néphrangiosclérose, c'est l'équivalent de milliers de petites sténoses sur toutes les artérioles. Donc, effectivement, ce patient-là va mal tolérer les IEC ou les ARA2 quand on va les introduire. Donc, il faut vraiment avoir un œil prudent. Mais beaucoup de patients peuvent très bien tolérer une petite dose d'IEC et d'ARA2, je pense, bénéfique sur le plan cardiaque, bénéfique sur le plan rénal. Et bon, il faut les avoir à l'œil de façon plus fréquente et demander de façon sérieuse une créate, un potassium au bout d'une semaine, au bout d'un mois après l'introduction, pour vérifier qu'on n'est pas dans une phase d'ascension rapide. Oui. Vous avez parlé de l'introduction des IEC, mais souvent on est confronté à un patient qui est déjà sous IEC depuis longtemps, qui arrive pour une décompensation cardiaque, qui a majoré sa créate, je ne sais pas comment on dit. Et à quel moment on l'arrête et à quel moment on reprend ? Alors, c'est très débattu. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur ce sujet, très franchement. Aujourd'hui, on a tendance à dire que quand il y a une insuffisance rénale aiguë liée à une hypovolémie, quelqu'un qui a une tension très basse, d'accord, ou une déshydratation aiguë, on a tendance à arrêter les IEC et les ARA2. Oui. Maintenant, dans d'autres situations, ce n'est pas nécessairement bénéfique d'arrêter l'IEC ou l'ARA2 de façon aiguë. Une décompensation d'insuffisance cardiaque sans être en bas débit majeur, c'est peut-être pas le bon moment d'arrêter l'IEC, c'est peut-être là qu'il en a besoin. Alors, on a toujours un petit peu peur, mais s'il n'y a pas un potassium au plafond, on essaie de maintenir un petit peu. La question se pose aussi, par exemple, avant les chirurgies. Les chirurgies cardiaques peuvent être confrontées aussi à ce genre de choses. Les anesthésistes, des fois, se posent la question, est-ce qu'il faut arrêter les IEC ou les ARA2 en préopératoire d'une chirurgie cardiaque avec éventuellement une CEC ? Il y a des études qui ont été faites qui n'ont pas montré un bénéfice à arrêter de façon préalable, en tout cas à la chirurgie au bas débit prévu, on va dire, l'arrêt des IEC. Donc, c'est difficile de donner une attitude tranchée en tant que telle, mais il faut peut-être l'arrêter, mais il ne faut peut-être pas hésiter à le reprendre de façon rapide, on va dire, si on voit que le patient restaure une hémodynamique, peut-être reprendre à plus petite dose et puis réaugmenter petit à petit. Mais c'est vrai que c'est une attitude qui doit être discutée au cas par cas, vraiment. Autre question ? Oui, allez-y. Oui. Je demande de réponse, parce que on nous sollicite souvent pour les patients à l'hôpital. Donc je réserve l'arrêt des IEC en cas vraiment d'hypotension. Parce que c'est le moment, tu l'as très bien dit, c'est le moment où le patient qui arrive en décompensation, malgré l'augmentation de la il a vraiment besoin de son traitement médical optimal. Donc c'est la seule indication obligée d'arrêter, mais c'est vraiment l'hypotension. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que tu as fait raison. Alors voilà, on a aussi la question après chez l'insuffisant cardiaque. De temps en temps, on a des patients insuffisants cardiaques qui ont 9,5 de tension. Effectivement, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre l'IEC ou pas à viser insuffisance cardiaque ? On y va à tâtons, on va mettre un 25 de Triatec et puis on va se dire, espérons que ça va passer. Et puis de temps en temps, on a des bonnes surprises. Et ces patients limites avant une chirurgie, vous dites quoi ?
Alors, avant chirurgie, tout dépend effectivement du type de chirurgie qu'il peut y avoir. Les patients avec une grosse insuffisance cardiaque, je pense que oui, il faut mieux les arrêter. Maintenant, le patient tout venant qui doit avoir une intervention sur les coronaires, je ne suis pas sûr qu'il faille arrêter, sauf bien sûr pour le risque anesthésique de l'induction, bien sûr, mais qu'il faut arrêter nécessairement en ARA2 ou de façon systématique. Ouais. Oui. Oui. D'où vient la pratique qui consiste à switcher les IEC par le Vasylix 500 mg spécial par certains... Sur rien. Sur absolument rien. Absolument rien. Alors ça, c'est autre chose, effectivement, mais je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Alors, en tant que tel, de déshydrater le patient, voilà. S'il y a besoin de restaurer une pression veineuse centrale correcte, effectivement, comme on disait tout à l'heure, peut-être, hein, ça peut être éventuellement efficace, mais en tant que tel, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus utile. Et puis, j'aurais pu faire pratiquement la même chose, le même topo sur l'augmentation de la créatinine post-IEC avec l'augmentation de créatinine post-diurétique. Hein. Il y a également toute une littérature sur ça. Hein. Il y a des gens qui ont montré que si l'augmentation de la créatinine au moment de la déplétion est modérée, transitoire, ça peut être bénéfique à long terme. Hein, et que ce n'est pas nécessairement délétère quand on déplète un patient d'avoir une petite élévation de la créatinine du moment que ça se restaure en fait par la suite. Très bien. Il y avait un petit commentaire. Oui, non, en effet, c'est très très débattu l'arrêt ou le maintien des IEC d'ARA2 en péri-opératoire. Les recommandations françaises sont radicalement avec les recommandations nord-américaines. Nord-américains disent c'est probablement licite de poursuivre les françaises qu'il faut plutôt arrêter. La crainte principale, c'est l'hypotension liée à la résistance aux vasopresseurs. C'est vrai que c'est une crainte et parfois une objection. Et je crois qu'on commence après l'été là, un essai randomisé multicentrique avec 2200 malades pour cette question-là justement dans 26 centres en France. Alors ça chirurgie non cardiaque, parce que la chirurgie cardiaque c'est encore une problématique à part, mais chirurgie lourde, c'est arrêt ou maintien des IEC chez les patients jusqu'à un DFG inférieur à 15 en stéto opératoire.